Svetlana Alexievitch, la supplication. Chapitre 1er. Le cœur des soldats. Deuxième partie. Je rentrais d'Afghanistan. J'avais envie de vivre, de me marier. Je voulais me marier tout de suite. Et là, j'ai reçu une convocation spéciale, barrée de rouge, se présenter à telle heure, à telle adresse. Ma mère a éclaté en sanglots. Il pensait que l'on me renvoyait à la guerre. Où nous allions? Et pourquoi restait un mystère total? À Sloutsk, on nous a distribué des uniformes et nous avons su notre destination, Khouniki, le centre du district. Lorsque nous sommes arrivés, les habitants locaux n'étaient au courant de rien. On nous a amenés plus loin, dans un village. On y fêtait un mariage. Les jeunes mariés s'embrassaient. La musique jouait, les convives buvaient. Et nous avions l'ordre de gratter le sol et d'enlever la terre jusqu'à la profondeur d'une baïonnette. Le 9 mai, pour la fête de la victoire, un général est venu nous congratuler. Un soldat a osé lui demander, devant toute l'unité, pourquoi nous dissimule-t-on les mesures de radiation? Quelle dose recevons-nous? Après le départ du général, le commandant de l'unité a convoqué le soldat pour lui passer un savon. C'est de la provocation. Tu sèmes la panique. Quelques jours plus tard, nous avons reçu des masques à gaz, mais personne ne les portait. On nous a montré des dosimètres à 2 reprises, mais sans nous les donner. 3 fois par mois, on nous laissait passer 2 jours à la maison. Ce qui restait demandait aux permissionnaires de leur rapporter de la vodka. Moi, j'ai ramené 2 sacs à dos remplis de bouteilles. On m'a porté en triomphe, comme un héros. Avant notre retour définitif à la maison, nous avons été convoqués à tour de rôle par un collaborateur du KGB qui nous a conseillé instamment de ne jamais raconter à personne ce que nous avions vu. Lorsque je suis rentré d'Afghanistan, je savais que j'allais vivre. Mais Tchernobyl, c'était le contraire. Cela ne durerait qu'après notre départ. Ce que j'ai retenu, ce qui est resté gravé dans ma mémoire, je passais des journées entières en voiture, d'un village à l'autre, avec des dosimétristes, et aucune femme ne me proposait une pomme. Dix ans ont passé. J'aurais vraiment l'impression que rien de tout cela n'était arrivé si je n'étais pas tombé malade. Il faut servir la patrie. C'est une cause sacrée. J'ai reçu du linge de corps, des chaussettes russes, des bottes, des épaulettes, un calot, un pantalon, une vareuse, une ceinture et un sac à vêtements. Puis, en route, on m'a affecté à un camion benne. Je transportais du béton. Nous étions tous jeunes, célibataires. Nous avions foi en notre étoile et ne portions pas nos respirateurs. Un conducteur seulement, un homme âgé, portait toujours son masque. Pas nous. Les types du contrôle routier non plus. Nous, au moins, nous travaillions dans les cabines, alors qu'eux restaient dehors à respirer la poussière radioactive 8 heures par jour. Tout le monde était bien payé. 3 fois le salaire mensuel, plus des frais de mission. Et puis, on buvait. Vous savez, la vodka, ça aide. Elle enlève le stress.
Il y avait bien une raison si, pendant la guerre, on distribuait aux soldats ce fameux verre de vodka avant l'attaque. Ne mentionnez pas trop les miracles de l'héroïsme soviétique. Bien sûr, il y en a eu quelques-uns, mais avant tout, ce que l'on voyait, c'était l'incurie et le désordre, et après seulement les miracles. Boucher de sa poitrine l'embrasure d'un nid de mitrailleuse, mais personne ne précise qu'il n'y a pas eu besoin de donner un tel ordre. Nous, on nous jetait comme du sable sur le réacteur. Chaque jour, dans le journal mural, baptisé journal de combat, on écrivait « Les gens travaillent avec courage et abnégation. Nous tiendrons et nous vaincrons. » Pour cet exploit, j'ai reçu 1000 roubles et un diplôme d'honneur. Au début, cela semblait un jeu, mais c'était une vraie guerre, une guerre atomique, une guerre que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui était dangereux et qu'est-ce qui ne l'était pas? De quoi fallait-il avoir peur? Personne ne le savait. C'était une véritable évacuation. Dans les gares, comment décrire ce qui se passait dans les gares? Nous aidions à pousser les gosses pour les faire entrer par les fenêtres dans les compartiments des voitures. Nous faisions respecter l'ordre dans les queues, aux caisses pour les billets, dans les pharmacies pour l'iode. Dans les files d'attente, les gens s'injuriaient et se battaient. Ils forçaient les portes des kiosques et des magasins où l'on vendait de l'alcool. Ils arrachaient les grilles métalliques aux fenêtres. Les personnes déplacées, on les installait dans des clubs, des écoles, des jardins d'enfants. Ils étaient à moitié affamés. L'argent était vite épuisé. Je n'oublierai jamais les femmes qui lavaient notre linge. L'intendance n'avait pas pensé à ramener les machines à laver du cantonnement. Des femmes âgées se chargeaient, à la main, de tout le travail de blanchisserie. Elles avaient les mains couvertes d'ampoules, de croûtes et d'escarres. Mais il ne s'agissait pas seulement de linge sale. Ces affaires contenaient des dizaines de rentes-caisses. « Allons, les gars, mangez !» nous disait-elle. « Les gars, dormez. Vous êtes jeunes, il faut vous ménager. » Elles avaient pitié de nous et pleuraient. Sont-elles seulement encore en vie? Tous les ans, les anciens de Tchernobyl, nous nous réunissons pour échanger des souvenirs. Le 26 avril, à la guerre, nous sommes des soldats. Nous avons une unité. Les mauvaises choses s'oublient, mais cela reste. Le sentiment d'être indispensable. Notre système, un système militaire, fonctionne parfaitement dans des circonstances extraordinaires. C'est dans ces occasions que l'on se retrouve enfin libre et utile. La liberté, dans ces occasions, le Russe peut montrer à quel point il est grand. Il est même unique. Nous ne deviendrons jamais des Hollandais ou des Allemands. Nous n'aurons jamais l'asphalte correct ou des gazons soignés. Mais nous aurons toujours des héros. J'ai reçu des ordres et j'y suis allé. Il le fallait. J'étais membre du patrie. Les communistes en avant. Telle était la situation. J'étais sergent-chef de la milice. On m'a promis une étoile d'adjudant. C'était en juin 1986.
Il fallait impérativement passer un contrôle médical, mais on m'y a envoyé sans m'examiner. Quelqu'un, comme on dit, a mieux tiré son épingle du jeu. Il a fourni un certificat attestant qu'il souffrait d'un ulcère et l'on m'a envoyé d'urgence à sa place. Nous y allions en tant que brigade de la milice, mais dans les premiers temps, on nous a surtout utilisés comme maçons. Nous bâtissions une pharmacie. J'ai rapidement ressenti des faiblesses. J'avais tout le temps envie de dormir. Je suis allé voir le médecin, mais il ne m'a pas laissé finir. Tout cela est normal. C'est la chaleur. À la cantine, nous mangeons ce que l'on nous apportait. De la viande, du lait, de la crème fraîche. Le toubib, lui, ne touchait à rien. Lorsqu'il devait analyser des aliments, il marquait que tout était normal, mais ne procédait à aucun examen. Nous l'avons tous remarqué. Voilà donc quelle était la situation. Nous étions téméraires. C'était l'époque des fraises. Les ruches étaient pleines de miel. Des maraudeurs sont apparus. Nous avions beau clouer les fenêtres et les portes. Les magasins étaient pilés. Les grilles arrachées pendaient des fenêtres. Le sol était couvert de farine, de sucre et de bonbons écrasés, de boîtes éparpillées. On avait délogé les habitants d'un village, mais d'autres, à 5 ou 10 kilomètres, restaient peuplés. Des objets et des meubles du village abandonné se retrouvaient vite chez leurs habitants. Telle était la situation. Nous étions de garde et voici qu'arrive l'ancien président du kolkhoz avec des gens du coin. On les avait déjà installés ailleurs, dans de nouvelles maisons. Mais ils revenaient ici pour récolter ou semer. Ces gars remportaient du foin en tas entiers, mais dans ces tas, nous trouvions des machines à coudre, des motos. On procédait à des échanges en nature. Une bouteille d'alcool contre la permission de sortir une télé. On échangeait ainsi même des tracteurs et des semeuses. Une bouteille, 10 bouteilles. L'argent n'intéressait personne. Comme si l'on vivait sous le communisme. Il y avait un tarif pour chaque chose. Un jerrycan d'essence, c'était à un demi-litre d'alcool. Un manteau d'Astrakhan, 2 litres. Une moto, le prix était à débattre. Je suis parti au bout de 6 mois. Lorsque la relève est enfin arrivée, on nous a retenus un peu parce que des soldats des pays baltes refusaient de venir. Mais je sais que l'on a volé et sorti de la zone contaminée tout ce qui était transportable. En fait, c'est la zone elle-même que l'on a transportée ici. Il suffit de regarder dans les marchés, dans les magasins d'occasion, dans les dachas. Seule la terre est restée derrière les barbelés et les tombes. En arrivant à destination, nous avons changé d'uniforme. Le capitaine nous a rassurés. La catastrophe a eu lieu il y a 3 mois. Maintenant, il n'y a plus de danger. Le sergent nous a dit « Tout va bien. Lavez-vous simplement les mains avant de manger. » J'étais dosimétriste. À la tombée de la nuit, des types en voiture venaient nous voir dans notre wagon de service. Ils nous offraient de l'argent, des cigarettes et de la vodka contre la permission de fouiller tout un bric-à-brac d'objets confisqués. Ils remplissaient de gros sacs.
Sans doute emmenait-il tous ces objets dans des marchés de Kiev ou de Minsk. Nous enterrions ce qui restait. Des robes, des chaussures, des chaises, des accordéons, des machines à coudre. Nous les balancions dans des trous que nous appelions fosses communes. De retour chez moi, je suis allé au bal. Une jeune fille m'a plu. Et si nous faisions connaissance, lui ai-je proposé. Pourquoi faire? Tu es désormais un Tchernobylien. J'aurais peur d'avoir un enfant de toi.